Bienvenue sur The Grey Zone. Ici, Max Blumenthal. Au début du mois de janvier, des manifestations ont éclaté dans tout l'Iran, menées par des commerçants souffrant d'une dévaluation monétaire soudaine et manipulée. Alors que cette première vague de protestations était pacifique et n'a rencontré aucune répression gouvernementale, une vague apparemment coordonnée d'émeutes et de violences paramilitaires s'est rapidement abattue sur le pays. Parmi les milliers de morts possibles se trouvaient des centaines de policiers, de gardes bassidj non armés, d'étudiants en séminaire et de citoyens ordinaires. Des centaines de mosquées, de casernes de pompiers, de véhicules de secours, d'agences bancaires et de centres éducatifs ont également été gravement endommagés par les émeutiers. Pourtant, les médias et les dirigeants occidentaux ont, comme on pouvait s'y attendre, attribué la responsabilité de tous les décès au gouvernement iranien, gonflant démesurément le nombre de victimes afin de préparer le terrain pour une nouvelle possible campagne militaire visant un changement de régime. Lorsque le gouvernement iranien a imposé une coupure d'Internet, les émeutes se sont soudainement arrêtées. Pendant ce temps, des millions d'Iraniens sont descendus dans la rue pour condamner la violence, exprimer leur soutien à la République islamique et pleurer leur mort. Pour comprendre à quoi ressemble la vie en Iran depuis le début des émeutes, j'ai parlé avec Nahid Pourreza, analyste des affaires d'Asie occidentale et chinoise, dont la perspective contraste fortement avec les voix favorables au changement de régime, familière aux médias occidentaux. Elle a couvert les immenses manifestations pro-gouvernementales, visité des mosquées incendiées par les émeutiers et vécu la crise dans sa ville natale de Téhéran. Elle m'a parlé depuis les bureaux de la chaîne iranienne Press TV, l'un des rares endroits de la ville disposant d'un accès Internet fiable. Regardez. Nahid Pourreza, bienvenue à The Grey Zone. Nahid Pourreza, welcome to The Grey Zone. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Absolument. Qu'avez-vous vécu au cours des 2 dernières semaines environ? On nous a dit, ici aux États-Unis, que l'Iran connaissait un soi-disant mouvement pour la liberté, mais nous avons vu des vidéos montrant des émeutes violentes et même la militarisation de certains de ces éléments antigouvernementaux. Qu'avez-vous vu, vécu et pu couvrir depuis l'intérieur de Téhéran? Que se passe-t-il réellement là-bas? Eh bien, pour commencer, ce que j'ai vu de mes propres yeux était vraiment horrible. Nous pouvons partir de ce que nous nous attendions à voir bien avant, puis en venir à ce qui s'est réellement passé le jeudi et le vendredi soir, il y a 2 semaines. Nous nous attendions à ce que de telles émeutes éclatent à travers l'Iran, car la guerre de 12 jours n'a apporté aucun résultat pour le régime sioniste, ni pour Donald Trump. L'étape suivante semblait être « Très bien, si nous ne pouvons pas le faire depuis l'extérieur des frontières, il vaut peut-être mieux déclencher des émeutes, s'appuyer sur cette situation, puis amener la véritable guerre en Iran. » Et nous nous souvenons bien de ce que le Haj Qassem Soleimani disait à tout le monde à l'époque en Syrie, ce que vous aviez d'ailleurs très bien rapporté, à savoir que si nous ne combattions pas Daesh, l'État islamique en Syrie et en Irak, nous finirions par devoir les affronter à Téhéran, à Hamadan, à Ispahan. Ce que j'ai vu ces jours et ces nuits-là, c'était exactement cela. C'était comme si le Haj Qassem se tenait juste devant mes yeux. Je vous le disais à l'époque. Et clairement, c'était du pur style Daesh, rien d'autre. Ce que j'ai vu, ce que j'ai demandé aux gens de nous raconter et ce que j'ai lu, tout était du style Daesh. Je me souviens que nous étions allés dans une mosquée pour faire un reportage et notre caméraman a dit que son collègue, vers 13 heures à Téhéran, avait dit « Excusez-moi, il ne fait pas nuit. »
C'est bon, c'est la journée. Ils sont allés dans une zone pour faire un reportage et quelqu'un les a attaqués avec un couteau en disant « Vous n'avez pas le droit de faire de reportage ici ». Quand il nous a raconté ça, je n'en revenais littéralement pas. J'ai commencé à rire et il a dit « Je suis sérieux, ça nous est arrivé il y a 2 jours. Je veux dire, c'est fini maintenant, Dieu merci. » Il n'a pas fallu trop de temps aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de la situation, mais c'était vraiment effrayant. Voir des gens même en très petit nombre quand je les ai vus et qu'ils ont commencé à scander des slogans sur le roi, le chat, c'était ridicule, honnêtement, de voir des Iraniens parler comme ça. Et vous savez, beaucoup de ces gens sont en réalité trompés. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe vraiment. Ce qu'ils font, c'est rentrer chez eux, allumer la télévision et regarder Iran International pendant des heures, vidant leur âme et leur cerveau, les vendant à la propagande sioniste. Et c'est réel, c'est tellement réel. Par exemple, vous leur dites « Tu sais ce qui va se passer si tu soutiens cette personne ». Et ils répondent « Oui, à la fin, le Mossad viendra, qu'ils viennent et détruisent ce pays ». Et vous leur dites « Mais où étais-tu pendant la guerre de 12 jours? Tu ne voulais pas mourir à ce moment-là. Tu as fui la situation. Donc tu ne voulais pas mourir. » Il existe un secteur de la population iranienne fortement soumis à la propagande. Mais ces manifestations ont commencé par des protestations centrées autour des bazars à la suite de l'effondrement de la valeur du rial. Et il y avait là un élément légitime, très légitime, bien sûr. Les politiques économiques ont fait l'objet de nombreuses critiques au fil des ans, et certains se sont plaints qu'elles étaient trop néolibérales. Et lorsqu'un secteur de la population est fortement influencé par la propagande, cela s'appuie souvent sur un grief réel, qu'il s'agisse d'un manque de liberté individuelle ou du fait qu'ils ne comprennent peut-être pas ce que sont les sanctions. Ils savent simplement qu'ils souffrent, ce qui est en quelque sorte le but des sanctions. Alors, comment tout cela a-t-il réellement commencé? Et comment cela s'est-il transformé d'un mouvement que tous ceux à qui j'ai parlé, en Iran et à l'extérieur, considéraient comme légitime en quelque chose de violent et axé sur un changement de régime? Absolument. Écoutez, peut-être une semaine avant ces attentats terroristes ou peut-être un peu plus, j'ai écrit un article sur le site de Press TV à propos de la grève des travailleurs dans le sud de l'Iran. Nous avons parlé de leurs revendications légitimes et de l'importance pour les décideurs de prendre conscience de cette situation et d'écouter les travailleurs. Le syndicat des travailleurs. Ils sont là. Ils ne font rien contre la sécurité nationale. Ils réclament le strict minimum, ils brandissent des photos du dirigeant iranien, aucun problème, ils lèvent le drapeau iranien. Et ce qu'ils disent, c'est « Très bien, nous sommes un syndicat ouvrier tout à fait légitime du secteur pétrolier iranien, qui est l'un des plus importants. » Il était donc très évident que de telles décisions allaient rendre la vie des Iraniens plus difficile. Parce que, je veux dire à maintes reprises, le dirigeant iranien, inutile de mentionner les critiques, lui-même a dit à plusieurs reprises « Que se passe-t-il avec la dévaluation de la monnaie iranienne ?» C'est une question. L'autre question concerne le lien entre la dévaluation de la monnaie et l'inflation. Il se peut qu'il y ait dévaluation, mais qu'elle n'ait pas d'impact direct sur les prix ou sur le pouvoir d'achat des gens. Ce sont 2 choses différentes. Mais malheureusement pour l'Iran, ce n'était pas le cas. Les gens étaient donc en colère, agités, et ils réclamaient des réponses et posaient des questions. Mais le problème, c'est que la période entre les manifestations légitimes et leur transformation en émeutes,
en les utilisant comme plateforme et en détournant la voix des gens, a été très courte. Alors, les gens se disaient « D'accord, que se passe-t-il? Je demandais autre chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas incendier une mosquée, je ne vais pas décapiter un policier, je ne vais pas faire ça. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. » La division était donc très claire dès le tout début. Beaucoup de gens se disaient « D'accord, c'est fini pour l'instant. » Et c'est là le problème. L'une des raisons pour lesquelles les mouvements sociaux en Iran ne sont pas très réussis, c'est que chaque fois qu'ils essaient de faire quelque chose dans le cadre de la République islamique, avec la liberté dont ils disposent déjà, cela est détourné par l'ennemi. C'est comme si, d'une certaine manière, les gens en Iran n'avaient pas le droit d'organiser une manifestation civilisée et pacifique, de formuler une revendication, d'avoir une tribune et d'en voir le résultat. Par exemple, d'accord, j'ai demandé une augmentation de salaire, j'ai demandé une hausse du salaire minimum et maintenant je l'ai obtenue. En tant que syndicat, en tant qu'expression très basique de l'activisme syndical, les gens ne peuvent pas faire cela ici, simplement parce que le régime sioniste, y voit une opportunité. Et j'ai lu quelque part qu'ils avaient comparé ce qui s'est passé en Iran pendant ces 2 jours avec les attaques aux téléavertisseurs au Liban, la manière dont ils ont en réalité mené les attentats terroristes en Iran. Ils essayaient de développer les détails des similitudes entre les attaques aux téléavertisseurs et ce qui s'est passé ici, et nous pouvons en parler. Oui. Alors, comment pensez-vous que la transition s'est faite? Est-ce que les gens ont simplement reçu des instructions? Une partie de la violence semblait très organisée. Vraiment très organisée. Comment ça s'est-il produit? Quel a été, selon vous, le point de bascule? Et qui étaient les personnes responsables des violences dans les rues que nous avons vues sur les vidéos? Là où des mosquées étaient incendiées, des casernes de pompiers brûlées, des banques incendiées. Il y a eu ces attaques de foule contre des gardes basij non armés et des étudiants en séminaire. Tout cela a été filmé. Qui étaient ces gens? Eh bien, pendant la guerre des 12 jours, ce que nous savons, c'est qu'environ 70% des opérations ont en réalité été menées par des agents du Mossad à l'intérieur des frontières iraniennes. Donc, ce n'est pas qu'ils envoyaient les meilleurs missiles dans le pays, c'était en fait réalisé par des collaborateurs sur place. Et je vois la même chose dans cette situation, je vois les mêmes personnes, ou du moins la même nature, mais avec des compétences techniques différentes. Cette fois, si à l'époque il s'agissait de drones, cette fois c'était plutôt, disons, je me souviens être allé dans une mosquée pour demander comment l'attaque avait commencé. Et l'homme responsable a dit qu'ils avaient apporté une très grosse moto, qu'ils étaient très détendus, très calmes, puis ils ont versé beaucoup d'essence dessus, ils ont mis le feu et l'ont jeté dans la mosquée. Et d'autres en même temps étaient très détendus, très calmes, très organisés. Ils ont essayé d'utiliser de grandes cisailles pour couper les barres de fer du bâtiment afin de pouvoir entrer. Ces personnes étaient clairement organisées depuis longtemps et elles l'ont même reconnu. Quand on regarde les interviews, on voit cette personne dire « Oui, on pensait que c'était fini, on pensait que la République islamique était terminée, alors maintenant nous pouvons être les nouveaux dirigeants et les gens vont apprécier ce que nous faisons pour le pays et pour le Mossad et pour Trump. » Et on peut voir, tout d'abord, que certains d'entre eux n'ont aucun véritable attachement au pays ni au peuple. Ils le disent. Ils ont dit « Nous devions tuer plus de gens pour être sûrs que notre employeur, notre patron, notre maître soit plus satisfait de notre travail. »
Parce que voilà le truc, tu fais le travail, tu le mets en ligne, et tout ça devient une opération purement performative. Seulement pendant ces 2 jours où ils ont coupé Internet, quand le gouvernement a décidé de le couper, il n'y avait plus rien d'autre. Je me souviens qu'autour de 18 ou 20 heures, c'était le moment où Pahlavi avait demandé aux gens de sortir. Et quand Internet était coupé, personne n'est sorti. Au début, certaines personnes ont essayé de crier quelques slogans idiots depuis leurs fenêtres, mais même cela a beaucoup diminué. Pourquoi? D'accord, vous ne pouviez pas sortir pour mener vos attaques terroristes, mais qu'est-il arrivé à ce sentiment de solidarité parmi ces gens, qui était clairement une copie de ce que, en 1969, les gens faisaient à l'époque à 21 heures, quand les révolutionnaires sortaient et criaient Allahu Akbar. Et ces gens-là, ils sont même pas assez créatifs pour proposer une alternative, pour dire autre chose ou faire autre chose. Donc, à 21 heures, ils étaient censés le faire. Le samedi soir, tout le monde les attendait, comme pour dire « D'accord, faites quelque chose ». Et c'était important. Je ne dis pas le contraire, mais c'était nettement réduit. Ce qui montre un lien très simple et direct entre ce qui se passait dans les rues et les ordres donnés. D'accord. Tu vas sur cette place précise, tu fais ceci, tu reviens, tu le mets en ligne et je vais le montrer sur Iran International pour que d'autres le voient, que Trump le voit. Tu tues des gens pour que nous puissions utiliser le meurtre comme un outil, comme un prétexte pour mener une autre guerre contre l'Iran. Et si cela n'arrive pas, d'autres ne vont pas rejoindre ce genre de campagne. Donc, vous dites qu'il y avait un lien direct entre Internet et la transition du mécontentement économique vers la violence. Et lorsque le gouvernement a coupé Internet, la violence s'est immédiatement arrêtée. Ce que nous avons vu ici, aux États-Unis, c'est cette impression que les manifestations prenaient de l'ampleur, qu'elles se transformaient en une sorte de nouveau printemps arabe. Mais je savais, parce que j'ai des sources en Iran et que je peux suivre ce qui se passe réellement sur le terrain, plutôt que la propagande des réseaux sociaux comme Twitter X, qu'il n'y avait rien dans les rues. C'était pratiquement terminé. Et en réalité, je pense que dans le nord-ouest de l'Iran, dans des endroits comme Kermanshah, il y a eu des affrontements armés, des fusillades, qui n'étaient même pas des émeutes. C'était clairement le PJAK, des forces séparatistes kurdes, qui se battaient contre les forces de sécurité. Donc, après la coupure d'Internet, tout s'est transformé en guerre de l'information. Oui, mais je dois aussi dire que c'était plutôt drôle. J'ai lu aujourd'hui que tous ces groupes séparatistes kurdes ont annoncé « Nous n'allons pas lancer d'attaque, ni rien pour le moment, parce que si nous le faisons, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir et la République islamique va tous nous détruire. » Alors, ils ont ordonné à tout le monde « Arrêtez tout de suite, parce que nous ne sommes pas en position de le faire. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une semaine, tout le monde disait « Oui, c'est fini, le changement de régime est en cours » et ils le célébraient. Puis tout à coup, on peut voir à quel point tout cela était fragile et, enfin, pas stupide, trouvons un meilleur mot, superficiel. Très peu de gens, avec beaucoup de violence. Si tu veux faire la une des journaux, tu dois recourir à une grande violence. Et ensuite, tu as Trump qui dit « J'ai besoin de sang, alors apportez-moi du sang ». Et donc, l'effusion de sang est en route. Je veux dire, beaucoup de gens ont perdu la vie. Je ne sais pas comment je peux simplement être assis ici, à sourire et à parler, mais c'est une situation très stressante. Le frère de mon ami a perdu la vie uniquement parce qu'il portait un kéfieh et avait certaines convictions. Il est simplement sorti dans la rue pour voir ce qui se passait et il a été tué, battu à mort. Voilà la situation. Et on se dit que c'est exactement ce qu'on entendait auparavant en Syrie. On a du mal à croire qu'aussi près de nous, c'est la réalité en ce moment. Dieu merci, c'est terminé. Mais cette guerre de 12 jours
était quelque chose qui s'est déroulé à l'intérieur des frontières. Il s'agit d'un autre incident que certains comparent même aux opérations des Moudjahidines du peuple en 1969. Beaucoup disent que l'ampleur de la violence était bien plus grande. Il le compare aux opérations des Moudjahidines du peuple. Oui, et ils disent que c'est bien plus élevé. C'est bien plus élevé parce que cela s'est produit sur plus d'une décennie, presque 10 ans. Beaucoup de gens sont morts, bien sûr. Ils en ont tué tellement, mais en seulement 2 jours. En seulement 2 jours. C'est exceptionnel. C'est pourquoi, encore une fois, la comparaison entre les attaques des Peshmerga et cette guerre terroriste me paraît plus logique. Alors, combien de personnes pensez-vous avoir été tuées pendant ces 2 jours fatidiques? Et selon vous, combien ont été tués par les émeutiers et les hommes armés anti-gouvernementaux, et combien par les forces de sécurité de l'État? Je veux dire, avez-vous une idée du nombre total de morts? Je n'ai pas de chiffre exact, mais je sais que c'est un grand nombre. Il suffit de regarder ce qui s'est passé pendant les funérailles à Téhéran. J'étais là quand les martyrs sont arrivés, il y en avait plus de 105 en une seule journée. Et on voit à la télévision, chaque jour, que de nombreuses villes organisent des funérailles. Donc, c'est beaucoup, malheureusement. J'aimerais pouvoir dire « Oh non, les pertes sont très faibles ». Mais non, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'était horrible. Et si l'on compte simplement les villes et les martyrs, cela montre l'ampleur de ce que l'Iran vient de traverser. Immense par son échelle, bien sûr, pas parce que nous avons vécu. C'était partout, à travers le pays. Ce n'était pas seulement Téhéran ou Ispahan, ce n'était pas seulement la capitale, ce n'était pas seulement les villes proches des frontières, c'était partout. Et maintenant, aujourd'hui, ce matin, en venant au travail, j'ai regardé la circulation, toutes les voitures étaient dans les rues, tout semblait si normal. Et je me suis dit, est-ce bien la même ville? Comment puis-je y croire? Le retour à la normale est si rapide. Ce qui s'est passé jeudi dernier, enfin l'avant-dernier jeudi, et ce qui se passe en ce moment, les gens sont occupés à faire leurs courses, à parler du nouvel an persan, à parler de la forte neige qui tombe actuellement à Téhéran. C'est quelque chose auquel je n'arrive toujours pas à m'habituer. Laissez-moi essayer de jouer un... Allez-y. Désolée, je voulais juste dire que j'étais à l'enterrement et nous essayions de trouver le meilleur endroit pour enregistrer. Il y avait une femme derrière moi, c'était terrible. Elle chuchotait disant « Mon fils était en vie la semaine dernière. Mon fils était en vie. » Elle n'arrêtait pas de le répéter. « Mon fils était en vie la semaine dernière et maintenant il arrive, il arrive. » J'étais sans voix. Je l'ai simplement regardé et j'ai pensé, oui, c'est vrai, mon fils était en vie la semaine dernière. Et pendant cette attaque de Daesh, pendant cette attaque du Mossad, tu as perdu ton fils. Et oui, nous attendons qu'il revienne. Mais aussi les patients, ils étaient très respectueux. Ils ont dit, nous ne le regrettons pas. Ce niveau de détermination, je n'ai pas de fils. Je ne sais pas ce qui m'arriverait si une telle terreur frappait ma famille. Je ne sais pas comment je réagirais. Mais en voyant sa fermeté, je me suis sentie insignifiant. Elle aurait pu s'effondrer si facilement, mais au lieu de cela, elle a dit « ça va aller, ça va aller ». Nous avons tourné la page maintenant. Alors, quand je compare cette douleur à ce que j'ai vu lors de la grande manifestation contre les émeutes lundi, c'était immense. Je veux dire, on pourra en reparler plus tard, mais c'était une expérience très, très forte pour moi. Tu m'as envoyé ça, et tu peux me dire ce qui est dit, parce qu'il y a un narrateur, ce n'est pas encore traduit.
mais on y voit des images très bouleversantes. Si les images de violence te dérangent, ne regarde pas ça. Avance simplement. Violence, don't watch this and fast forward. امروز در بهشت زهرای تهران هستیم. Can you hear it okay? Vous entendez bien? Oui, parfaitement. Très bien. Alors si vous pouvez traduire et nous dire. So if you can translate and tell us what's going on. Donc, oui, il dit que des familles recherchent leurs proches, espérant pouvoir les retrouver ici, parce qu'il y en a tellement là-bas. Eldeneze Ozaki persuastre Nikos, Sirke Potras Mingwei. And so, from the bodies is that many cuts are from the back with cutters. Knives. Avec des coupeurs de grands couteaux, tu sais, ceux que les charpentiers utilisent? Oui, les gros. Et elle dit que beaucoup de femmes avaient des coupures sur la poitrine, mon Dieu. Oh my God. این چیزایی که میگین واقعا اینجا داری؟ بله نمونه دارم که بخوام نشون elle montre la tête. بدم به طوری که مغزش رو متلاشی کردم به سمت بیرون. She's saying that Elle dit que la tête ressemble à une tête de mouton parce que le cerveau était complètement sorti à cause de la coupure. Elle était si profonde que tout le cerveau était dehors et cela ressemblait à une tête de mouton. حالا تو زمانهای Alors, dans le passé, par exemple, on peut se référer à l'histoire du Mossad. Dans les années 60, qui est venu emmener les gens chez ce chi? از بین می‌بردن. ما Il dit ce que j'ai mentionné plus tôt. Il compare les attentats terroristes avec ceux du Mecque à l'époque, en disant que cela lui rappelle cette période. Elle raconte qu'une mère est allée dans une pharmacie pour acheter des médicaments pour sa fille et qu'elle a été abattue. Je ne sais pas si elle a été tuée ou si elle est encore en vie, mais l'infirmière est en train d'expliquer cela. Il y a une rumeur selon laquelle les corps ont été emportés. Que signifie emporter? Ça veut dire que les adultes. C'est très important. J'ai également cité de nombreux autres endroits. Les corps semblaient choqués. Leurs yeux étaient grands ouverts, comme s'ils avaient été terrifiés par ce qu'ils avaient vu. Cela signifie qu'ils ne s'attendaient pas à mourir, que c'est arrivé en un instant. Elle dit que c'est très courant parmi les corps qu'ils ont reçus. Elle répète aussi ce que l'autre infirmière a dit, que beaucoup de corps avaient été entaillés dans le dos avec des couteaux et d'autres outils. Et regardez, c'est quelque chose que maintenant Iran International et même Reuters rapportent. J'ai vu qu'ils disaient que 12 000 personnes avaient été tuées. Et bien sûr, quand ils disent que 12 000 ont été tués, cela signifie que le responsable est le gouvernement iranien. Mais quel genre de policier, c'est très important, quel genre de policier laisserait les émeutiers le tuer s'il peut se défendre? Il y a de nombreuses vidéos montrant qu'il est entouré par, je ne sais pas, peut-être 10 ou 15 émeutiers et qu'il n'a rien. Et cette vidéo, il la met en ligne en disant « Regardez les émeutiers, regardez la puissance que nous avons. » D'accord, tu te contredis. Personne n'est là pour te dire si la police iranienne a tué 12 000 personnes. Alors comment se fait-il qu'on les trouve seuls, sans armes, sans rien, qu'ils ne puissent même pas se défendre, et qu'ils soient tués, décapités? Il y en a beaucoup maintenant à l'hôpital, disant « Ils nous ont attaqués avec un grand couteau et je n'ai pas pu me défendre. » Et ce ne sont même pas des policiers. Ils viennent des gardiens de la Révolution. Donc ceux dont on s'attendrait au moins à ce qu'ils aient des armes sont ceux qui se font décapiter par les terroristes. Pour quiconque qui prête attention, j'espère qu'ils verront les contradictions dans tout ce récit. Je ne suis pas là, honnêtement,
Je ne suis pas là pour défendre ou dire « Oh, personne n'a été tué ». S'ils ont été tués, c'était des terroristes. Et il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce que je dis, c'est que j'aurais souhaité que les terroristes soient arrêtés avant qu'une telle horreur ne s'abatte sur le pays. Bon, continuons avec ce rapport, puisque nous rencontrons quelques problèmes techniques. Quelqu'un est en train de saccager une station de bus. Enfin, c'est ce que dit la voix off. Ouais. La voix off est différente de ce que nous voyons. Il explique qu'il y avait un homme qui tenait une boutique, simplement là, à observer ce qui se passait, et il a été abattu. Il a été abattu. C'est ce qu'il dit. Le problème n'est pas seulement que cette personne soit morte. Oui, on peut voir ici un garde du Basij se faire battre à mort par une foule. See a Basij guard being beaten to death here by a mob. La scène que vous avez vue montrait le père du martyr, Mohammad Ghiagat, lorsqu'ils sont venus identifier son fils. Il n'était pas en état de leur parler. Monsieur Mohammad, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Ils nous ont dit qu'il avait été abattu à l'arrière de la tête, en direction de ses yeux. Il a été abattu à l'arrière de la tête, en direction de ses yeux. Il dit qu'il est le père de celui qui a perdu la vie. Et encore une fois, le tir venait de derrière et la balle est ressortie par ses yeux. Oui, c'est ce qu'il dit. Can I say something here? Yes. Puis-je dire quelque chose ici? Oui, les grands attentats terroristes ont déjà eu lieu, d'accord? Il y a beaucoup de martyrs ici. Beaucoup de gens ont perdu la vie. Mais l'autre problème, c'est qu'ils volent les personnes qui sont mortes. Ils volent leurs histoires. Ils disent que ces gens, par exemple, il y a un entraîneur de football, Milad Arsalani, quelque chose comme ça. Et l'IRIB, la télévision nationale iranienne, est allée voir son père et a fait un reportage complet. Le père a dû tout expliquer en disant que cet homme n'était pas un émeutier, qu'il n'était pas un manifestant, qui ne faisait rien de mal. He wasn't a protester, he wasn't doing nothing. He was just passing by and he was someone. Il passait simplement par là et c'était quelqu'un qui organisait des cérémonies pour l'imam Hussein. C'était une personne très religieuse. Et puis en même temps, on a Iran International qui dit que cette même personne est morte pour la révolution des Pahlavis, pour que le roi revienne, pour que le fils du roi revienne. Pour moi, c'est un autre niveau. Il y a tellement de gens qui sont morts dans les attentats terroristes. Et en plus, il faut encore prouver que ces personnes ont été tuées par les terroristes et non par les forces de sécurité iraniennes. Oui. Je suppose qu'il faudra quelques jours pour comprendre qui a été tué et comment. Mais la manière dont les groupes de défense des droits humains, les soi-disant groupes de défense des droits humains comme Amnesty International, en rendent compte, c'est comme si chaque personne tuée l'avait été par le gouvernement, par les forces de sécurité de l'État. Mais voici un autre document sur la violence que je trouve important, car il provient d'un compte d'opposition ou anti-gouvernemental sur Twitter
qui prétend être celui d'un témoin oculaire. Et voici ce qu'ils disent. Vous pouvez simplement lire les 2 premiers paragraphes. Ainsi, un membre des Bassidjis, qui frappait des gens à Zeynabiyeh, à Ispahan, a été attrapé, attaché à un poteau électrique, et on lui a coupé les organes génitaux avant de les lui mettre dans la bouche. À Khomeini Shah, ils ont incendié le séminaire de Mescot, tué 2 religieux et également 5 membres des forces de sécurité. Ils ont enfoncé une barre de fer dans le rectum d'un séminariste. Et cela continue encore et encore. Je veux dire, ils le justifient en disant que le gouvernement a commis toutes ces choses horribles et répressives qui, selon lui, justifient ces actes. Et ensuite, il dit qu'ils ont en quelque sorte pris le contrôle. Et en fait, comme tu l'as dit, je voulais juste le souligner, il est anti-gouvernement. Et c'est ce qu'il dit. Oui. Et puis sur le marché, ils ont battu quelqu'un qu'ils appelaient un collaborateur. Quelqu'un qui, je suppose, était pro-gouvernement. Et ils l'ont presque battu à mort, ont incendié sa boutique. Une unité spéciale est arrivée parce qu'ils étaient sur le point de le brûler vif à l'intérieur de sa propre boutique. Cette fois, nous étions vraiment très proches de la liberté, mais avec les mains vides, ce n'était tout simplement pas possible. Nous avons pris le contrôle de 3 rues, bloqué toutes les voies d'accès. Les répressifs, en parlant du gouvernement, sont arrivés de tous côtés. Ils ne pouvaient même pas entrer. Nous faisions tout ce que nous voulions. Mais à la fin, vers 23 heures, les gens se sont fatigués et ont commencé à rentrer chez eux. Un des trottoirs a été discrètement ouvert par un type en civil. Et de là, des motocyclistes ont afflué et ont attaqué les gens avec des gaz lacrymogènes, des balles de peinture, des plombs et quelques balles réelles. Les gens n'avaient même pas d'objectif final. C'était donc, en quelque sorte, une orgie sauvage de violence et qui s'est finalement terminée par ce qu'on appellerait aux États-Unis, selon ce récit, des balles de peinture moins létales, comme celles qu'ICE tirait au visage des gens à Minneapolis, du gaz lacrymogène, puis des projectiles qui peuvent vraiment endommager les yeux, comme on l'a vu au Chili. Mais l'opposition se vante d'avoir sodomisé des séminaristes à mort avec des barres de fer, et je veux dire d'une violence vraiment comparable à celle de l'État islamique. Mutilation génitale, organes tranchés et introduits dans la bouche des victimes, personnes brûlées vives. Je veux dire, d'où ça vient-il? Ce n'est pas simplement, je ne peux pas dire que le Mossad donne des instructions pour mutiler des organes génitaux, et ainsi de suite. C'est vraiment un élément de la société iranienne qui porte cette tendance. D'après ma propre impression, après avoir passé plusieurs semaines en Iran en mai, il existe un segment de la société qui déteste tellement la République islamique qu'il en vient à détester l'islam lui-même, ainsi que tout symbole de l'islam. Il déteste même la Palestine, car il l'associe à la République islamique. Et évidemment, c'est ce groupe-là qui regarde Iran International en permanence. Mais il semble tellement surprenant pour les gens en Occident de voir un élément au sein d'un pays à majorité musulmane comme l'Iran brûler autant de mosquées. D'où cela vient-il exactement? Ce genre de violence. D'où vient-il? Parce qu'en partie, c'est quelque chose d'organique. Eh bien, pourquoi choisissent-ils les mosquées? À mon avis, c'est parce que les mosquées étaient l'un des principaux lieux, en 1969, lorsque les révolutionnaires voulaient s'organiser et mobiliser les gens. Ils savent qu'il y a là beaucoup de pouvoir et que c'est quelque chose d'organique. C'est enraciné dans la culture iranienne que les gens se rassemblent à la mosquée pour faire beaucoup de choses en communauté. Comme celle que nous avons visitée la semaine dernière, l'homme disait qu'il y a beaucoup de cours qui s'y tiennent pour les musulmans, comme des cours d'anglais et d'autres activités. Ils vont ensemble à la montagne. Différents sports y sont pratiqués.
Donc l'attaque, à mon avis, était clairement une attaque très organisée contre la communauté. Il est interdit d'aller à la mosquée. Même la mosquée, en tant que cœur de l'idéologie iranienne, n'est plus en sécurité. On ne peut plus y aller pour prier, car elle reste là comme un symbole. Et tout le monde se moquera de la République islamique en disant qu'elle n'a même pas pu protéger la mosquée. C'est censé être une démonstration de force pour encourager les autres. Voyez, nous avons même brûlé la mosquée. C'est donc un message adressé aux autres émeutiers pour qu'ils sortent, qu'ils passent à la violence et qu'ils montrent à la direction que si des mosquées peuvent être brûlées, alors des hôpitaux peuvent l'être aussi. Ils ont même brûlé une infirmière vive. Il y a donc, je pense, différentes raisons. Et en fait, pour être honnête, j'ai eu une conversation à la gare avec des gens favorables aux émeutiers. Et ils disaient « Oh non, 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 aucun Iranien ne pourrait faire ça. Aucun Iranien ne pourrait incendier une mosquée. » Et moi je disais « Si, ils l'ont fait. » Ils répondaient « Non, non, c'est pas possible. » Donc certains sont dans le déni disant « Non, c'est pas possible, c'est faux. » Alors, pourquoi? Un tas d'articles d'actualité bien réels sont facilement ignorés par les gens simplement parce qu'il n'est pas dans leur zone de confort d'affronter la réalité et de voir où ils devraient se positionner. Et à propos de ta question concernant leurs compétences, je dois dire que l'Iran a connu de nombreuses attaques terroristes au cours des 47 dernières années. Notre dirigeant, le dirigeant de l'Iran, est l'un des survivants de ces attaques. Nous avons même perdu notre président dans des attentats terroristes. Alors, le Premier ministre, beaucoup de personnes sont mortes à cause d'attentats terroristes à l'intérieur des frontières. Je dois dire qu'il existe de nombreux groupes formés à l'étranger. Et nous savons, par exemple, laissez-moi vous donner un exemple. Dans le nord de l'Iran, à Rasht, le marché a été incendié. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai cru que c'était Gaza. Honnêtement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est pas Rasht. Mais c'était bien Rasht. Je ne vais pas citer de nom, mais un ami d'un de mes amis était là, et ce qu'ils ont entendu, l'accent, était perçant, mais très très différent. Elle pouvait dire exactement d'où venait cette personne. Voici le marché de Rasht. Oui, celui-là. Et celui qui a mené l'opération, j'ai entendu dire que l'accent avec lequel il parlait était très très différent. C'était pas du persan normal. Donc, ce que je veux dire, c'est combien de voisins avons-nous? Nous avons 14 voisins. L'Iran a 14 voisins. Et toutes les frontières, grâce à l'impérialisme américain, sont vulnérables aux groupes terroristes séparatistes. Chacun d'eux a ses propres compétences. Encore une fois, parce qu'il s'agit d'un Iran uni, je ne veux pas tous les nommer ici, mais nous savons comment cette expertise et ces groupes entrent en jeu. Certains d'entre eux ne sont peut-être même pas directement liés au Mossad, comme vous l'avez mentionné, mais beaucoup le sont, et ils ont aussi leurs propres organisations. Ils n'ont pas besoin du Mossad pour leur apprendre, ils sont eux-mêmes des ennemis de l'Iran. Et voici le marché qui a été complètement incendié. Il faut, je suppose, un peu de planification et des effectifs pour pouvoir faire cela. Ce que j'ai vu à Mashhad, c'était énormément de feu dans la nuit du 9 également, et apparemment environ 18 millions de dollars de dégâts rien que pour cette ville, selon les autorités locales. Je ne pense pas que les gens en Occident comprennent l'ampleur des destructions qui ont eu lieu. Mais il y a eu une réaction en Iran même contre cette violence que vous avez observée. Vous êtes allé à l'une des principales. Eh bien, on pourrait l'appeler une manifestation pro-gouvernementale. Mais ce que j'ai vu ressemblait davantage à une démonstration publique d'indignation et de colère contre la violence, contre le terrorisme.
Qui avez-vous vu là-bas? Étaient-ce des types du Hezbollah et les partisans habituels de la République islamique, ou y avait-il plutôt un sentiment nationaliste avec différents secteurs de la société? Eh bien, tout d'abord, quand tu parlais des dégâts à Machhad, ça m'a rappelé quelque chose de drôle que je veux expliquer ici. Le total des dégâts à Téhéran a été calculé, même si je ne peux pas le convertir en dollars. C'est de toute façon une grosse somme. Mais le plus drôle, c'est qu'il y a un café à Téhéran qui a pensé que ce serait une bonne idée, une bonne occasion, de participer aux émeutes du jeudi. Ils ont fièrement annoncé « Nous fermons jeudi ». Le nom du café est Sayedinia. Et c'est très amusant. Des militants sont allés calculer tous les biens qu'ils possédaient et il s'est avéré que cela correspondait exactement au montant des dégâts à Téhéran. Maintenant, il y a une campagne qui dit « D'accord » et le café est désormais fermé pour avoir participé aux émeutes. Ils se sont dit « D'accord, c'est fini, maintenant on peut faire ce qu'on veut ». Tout le capital qu'ils possèdent vient de la République islamique, excusez-moi, et ils ont pensé que c'était une bonne occasion. C'est fermé maintenant. Et il y a une grande campagne qui exige que les gouverneurs disent « D'accord, c'est équitable, prenez l'argent et réparez les dégâts à Téhéran, parce que ce type est apparemment très proche des Pahlavis. » Donc peut-être qu'il peut se permettre de couvrir les dommages subis par Téhéran. Pour revenir à votre question, je me souviens que 2 jours avant la manifestation, j'étais, pour être tout à fait honnête, terrifiée. Je disais à mes amis, si la population et la foule qui viendront à cette manifestation lundi sont proches, ou peut-être un peu moins nombreuses, que celles que nous avons vues aux funérailles de Haji Qassem Soleimani, alors on pourra dire que tout va bien. Et tout le monde disait « Non, c'est bon. C'est seulement la place Engelab, juste une place. » Et moi j'étais nerveuse, je me demandais pourquoi seulement une place? Pourquoi ne pas avoir choisi toute la rue, puisqu'elles sont toutes reliées? Ils auraient pu choisir une rue plus longue, une meilleure. Quand je suis arrivée, je me suis dit « D'accord, c'est exactement ce que j'espérais. » En fait, je n'espérais même pas vraiment, je pensais que c'était juste imaginaire, parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Bien sûr, le système a ses propres moyens pour faire savoir aux gens de venir, mais malgré tout, l'Internet était coupé. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, d'accord, ça va maintenant. Je dois dire que c'est fini. Le choix de la place Engelab n'était pas vraiment important car toute la route était remplie de monde. Peu importait l'endroit qu'ils avaient choisi comme lieu de rassemblement, c'était le cœur du quartier, mais toute la zone était bondée de foule. Et à propos de ta question, s'il n'y avait que des gens du Hezbollah, seulement des gens du type Basij, non, ce n'était pas le cas. Fait intéressant, j'ai rencontré beaucoup de personnes portant un hijab très léger, je dirais, et issus de milieux populaires ou de la classe moyenne inférieure. Un homme m'a dit « Je suis agent d'entretien » et il portait ses vêtements de travail. Et il a dit « Je suis juste venu ici » et d'une manière très particulière de parler, il a ajouté « Je suis juste venu ici parce que je suis en colère. Je dois retourner travailler, mais c'est n'importe quoi. Je ne peux pas le supporter. Je veux juste que la situation redevienne normale pour que je puisse retrouver ma vie parce que mes revendications sont perdues. Je ne veux pas trop interpréter, mais je pense que c'est ce qu'il voulait dire. » C'était très intéressant parce que, encore une fois, je ne m'attendais pas à ce que beaucoup de gens viennent puisque tout le monde avait peur. Daesh était là 2 nuits auparavant. Donc, pour moi, c'était tout à fait logique que les gens se disent « Bon, je ne vais pas venir montrer ma solidarité avec la République islamique. » Okay, I'm not going to come to show solidarity with the Islamic Republic. Maybe next time I can.
Peut-être que la prochaine fois, je pourrai. Beaucoup de gens voulaient même venir, mais ils étaient terrifiés. Pourtant, beaucoup sont venus. J'ai parlé avec une enseignante. Elle m'a dit « Je touche le salaire minimum dans ce pays. Malgré tout, je suis venue et c'est la première fois parce que puis-je faire d'autre ?» Quand j'ai vu ce qui s'est passé dans les rues après jeudi soir, je me suis dit « D'accord, je dois faire quelque chose face à cette situation. » Et ce que j'ai vu vendredi matin était terrifiant. Tout était coupé. J'ai réussi à trouver un taxi et quand je suis montée, je regardais par la fenêtre en me demandant « Est-ce que c'est Téhéran? Où suis-je » Tout était tellement en désordre. J'ai vu des masques, j'ai vu toutes les personnes aux arrêts de bus. C'était différent. Ouais. Je peux entendre. And Et donc, est-ce que tu m'entends maintenant? can you hear me now? Yes. What is the internet Oui. situation? Quelle est la situation actuelle d'Internet? Et quel type de dommages cette coupure d'Internet a-t-elle causé à l'économie du pays? Not having internet. Et qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir Internet? Vous avez entendu? Could you hear that? No, I couldn't. Non, je n'ai pas pu. Désolé, il va falloir que tu You have to répètes. repeat it. What is the situation now? Quelle est la situation actuelle en Iran concernant l'accès à Internet? Et quel type de dommages cela a-t-il causé sur les plans économiques et sociaux de ne pas avoir Internet, en comprenant que celui-ci était évidemment utilisé comme une arme contre l'Iran depuis l'extérieur? Against Iran from the outside? Bien sûr. Sure. I mean, for whoever is not very Bien familiar sûr. with Iran, many Je veux things dire, are done pour quelqu'un qui ne here. connaît pas très For bien example, l'Iran, beaucoup de when choses you se font go- en ligne when ici. you get a taxi, Par exemple, you quand can on prend un transfer taxi, money, to the on peut driver transférer and de it goes l'argent to au their chauffeur account in less than et a cela second, arrive something that sur I son didn't compte see en moins in d'une Western seconde, countries. quelque chose que je n'ai pas vu dans les pays Just take occidentaux. this example Donc, as the prenez basic and simplement you cet see exemple that de base you can imagine et how difficult it is vous for pouvez people imaginer to à actually quel manage point their il est daily life, difficile pour les when gens there is no de internet. gérer I mean, leur vie only for, quotidienne quand il n'y a maybe pas until d'Internet. Sunday or, Je veux maybe dire, I'm mistaken, we didn't peut-être have no jusqu'à internet on dimanche, Saturday, ou peut-être que je but me then trompe, c'était peut-être gradually, samedi, the nous internet n'avions came pas du back. tout d'Internet. And the reason I have Puis internet petit à right now petit, is il est because revenu. I'm at work and I'm La raison using, pour laquelle j'ai the Internet en Wi-Fi, ce moment, c'est parce que je which suis au wasn't very, travail which is et not que very helpful, j'utilise le and which is not Wi-Fi, very great either. qui n'est pas But, très fiable ni très performant non there plus, are mais il y a many de online, nombreuses entreprises en ligne qui, bien sûr, souffrent de cette businesses that, situation. of course, they're suffering from the situation, and internet itself, many companies are using Internet it. So lui-même, the loss de is nombreuses great. entreprises en What we dépendent. heard and Donc what la we've been perte est told by the énorme. government is that in a couple Ce of que nous days, avons entendu everything de la is going part du back to normal. gouvernement, c'est que dans quelques But two jours, things tout here. reviendra à One la is that, normale. Mais il y a deux choses ici. first of all, we D'abord, should, nous ne devons not pas permettre allow aux the terroristes terrorists, d'utiliser ce use problème comme this prétexte pour issue, réintégrer la as an société. excuse, Nous for devons coming donner la back to the priorité à la society. sécurité. We have C'est to très have simple safety et first. logique pour So les this gens is à very comprendre. Et ils sensible savent ce and qui se passe. simple for people to Ils understand. savent que And, juste après la coupure they do d'Internet, know la what is situation a happening. commencé They do à know revenir right à la after normale. they, cut Ainsi, internet la off, relation entre Internet et la the violence, situation et je dois dire que c'est mon came triangle, closer to normal. sanctions, Internet, So the violence, relationship est désormais between très internet and clair. violence, and I have to say Mais en même this is temps, my les term, gens ont aussi sanctions, raison de internet demander le violence. rétablissement complet It's very d'Internet. clear now. Et que But at the signifie same le time, people are rétablissement also, complet d'Internet? right to ask for the internet, the full internet back. And what does the full internet back? This is my point here. Iran has to localize the Voici mon internet. point. L'Iran doit localiser son China Internet. doesn't have Google. La Chine n'a pas China is not Google. relying on La Chine Google ne to, dépend pas de Google pour faire fonctionner son run économie. their economy. Et c'est bien là le And this is problème. the issue here. Tout First of all, d'abord, revenons au going back to premier the point que first nous point avons we évoqué made à propos about du the dollar dollar et and de the la relation relationship between entre les the différents very systèmes economic économiques qui system that is reposent sur le relying on dollar dollars et and de the l'inflation inflation liée au related dollar to dollars, et and maintenant de now l'Internet the normal. normal Que internet. signifie même What does Internet normal normal? internet mean?
Si nous avions notre propre Internet local, les entreprises pourraient facilement utiliser l'Internet national, indigène, sans difficulté. Mais aujourd'hui, comme tout le monde fait ses achats en ligne sur Instagram, la même plateforme que le régime sioniste et Donald Trump utilisent pour mobiliser les gens, pour mobiliser des émeutiers et pour former des terroristes, c'est aussi la plateforme que les gens utilisent pour leurs achats en ligne. It's also a platform for people to have online shopping. So there is a contradiction here. There is a paradox here that has to be solved, Il y a donc has to ici be addressed. une contradiction, un paradoxe qu'il faut résoudre, qu'il faut aborder. Je suis assis ici et je n'ai aucune idée de la manière dont nous pouvons gérer ce problème en causant le moins de tort possible aux gens ordinaires. Mais aussi, comme nous avons maintenant ETA, nous avons de nombreuses applications en alternative à WhatsApp. Pourtant, il y a encore beaucoup de problèmes à ce sujet. Beaucoup de gens n'y ont pas non plus accès. Je pense qu'en ce moment, c'est un très bon moment. Il est tard, mais encore acceptable, pour que l'Iran réfléchisse à la localisation complète d'Internet. Ainsi, la prochaine fois, Dieu nous en garde, s'il se passe quelque chose, les gens ordinaires ne perdront pas leurs revenus simplement parce qu'il y a des attaques terroristes dans le pays. Cela pourrait aussi être une autre raison pour que les gens soient en colère face à la situation. Et cela pourrait être une plateforme que l'ennemi exploiterait. Tu vois, il n'y a pas d'Internet. Tu as des problèmes. Alors peut-être que c'est encore le moment pour toi de descendre dans la rue. Mais je dois aussi dire que la grande déception pour les écrivains, c'est... Qu'est-ce que ça veut même dire? C'est la dernière bataille, pas la vie revient, alors venez cette fois, c'est fini. Donc cette toute dernière fois, ils n'ont rien fait, parce que Trump leur faisait des promesses. Ils pensaient que s'ils tuaient, s'ils sortaient, alors Trump viendrait. C'est une grande déception pour eux cette fois-ci. Et je ne sais pas comment, la prochaine fois, ils vont encore les remplir de fausses promesses, d'excitation ou d'espoir que cette fois sera vraiment la dernière. Parce que depuis 47 ans, ils disent qu'ils ne verront pas ce nouvel an persan. Chaque année, ils disent que les dirigeants de l'Iran ne verront pas ce nouvel an persan. Et pourtant, ils l'ont vu. Désormais, Reza Pahlavi a appelé les États-Unis et Israël à bombarder l'Iran, une position qu'il n'avait pas prise ouvertement auparavant. Cela ressemble presque à un aveu d'échec, ainsi qu'à une révélation de son inhumanité envers les Iraniens, en souhaitant une telle violence à leur encontre. Dans le même temps, nous avons entendu un discours très défiant du dirigeant iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a visé directement les États-Unis et a accusé à la fois les États-Unis et Trump. L'ancien, j'ai failli l'appeler l'ambassadeur israélien, mais je veux dire l'ambassadeur américain en Israël. J'avais du mal à déterminer quel pays il représentait. Daniel B. Shapiro, sous Obama, a déclaré que l'ayatollah avait signé sa propre mort en défiant Trump avec une telle colère. Mais on peut voir les Danois se recroqueviller devant Trump. Et plus ils se recroquevillent, plus Trump avance sur le Groenland. Alors, quelle est la logique derrière ce discours défiant de Khamenei? Cela dissuadera-t-il les États-Unis et Trump? Ou pensez-vous que cela pourrait au contraire provoquer une action? D'accord, plusieurs choses. Dans cette interview, le fils du roi a aussi dit, ouais, il suffit de bombarder l'Iran. Vous faites référence à Pahlavi. Oui, Reza Pahlavi. Oui. Il a aussi dit, oui, bombardons l'Iran. Je me fiche de la manière, la façon dont vous allez le faire ne me regarde pas. Faites-le simplement. Tuez des gens autant que possible, renversez le régime et faites de moi le roi. C'est tout ce que je veux. Parce que toute sa vie repose sur l'argent que son père a volé au pays. Tu le sais, non? Ils ont volé de l'argent, toute la famille. Ils n'ont pas travaillé depuis 47 ans et tout ce qu'ils ont, c'est l'argent que leur cher père a volé.
Et maintenant, il parle de bombardement, alors qu'il n'a même aucune idée de comment il pourrait le faire. And now he's talking about bombing and he has no idea how they can do it. But in terms of the war with Iran, Mais en ce qui concerne la guerre avec l'Iran, d'accord, ce que nous voyons en ce moment, c'est qu'il y a de nombreuses analyses affirmant que les Saoudiens et d'autres marionnettes de la région tentaient de dire « D'accord, nous ne sommes pas là pour assumer les conséquences d'une attaque contre l'Iran. » Et les Israéliens disent la même chose, car la guerre de 12 jours leur a suffi pour commencer à repenser leurs décisions. Ce que je pense, c'est que tout cela pourrait être un scénario, un complot destiné à nous entraîner dans leur jeu et à nous faire croire, d'accord, ils ne vont pas attaquer. Mais la réalité, c'est que chaque entretien que nous voyons avec des responsables montre qu'ils sont entièrement prêts. Même les gens dans la rue continuent de se demander s'il est possible d'avoir une bombe nucléaire. La situation est donc la suivante. Les gens posent sans cesse la même question. D'accord, cette fois c'est différent. Alors que va-t-il se passer? Beaucoup de personnes m'ont demandé « Tu sais quelque chose? Tu as des informations ?» Et je réponds non, nous ne savons pas. Ainsi, du niveau le plus populaire jusqu'aux cercles les plus officiels, je dois dire que tout le monde est pleinement préparé. À l'époque, ce n'était pas le cas. L'Iran avait été choqué. L'attaque n'était pas attendue par l'ensemble du pays. Peut-être que certains s'y attendaient. Mais cette fois, d'après ce que je vois et d'après toutes les interviews que j'ai lues, il y a une préparation totale. Ce qu'a dit Ali Khamenei, le dirigeant iranien, est très important car il est très facile pour le récit de changer avec le temps. Certaines personnes viennent simplement dire « D'accord, il s'agit du Mossad, c'est uniquement à propos du régime sioniste, c'est seulement à propos d'Israël. Et nous devons voir qui est le véritable ennemi. » C'est très intéressant. Je dois dire que je n'ai jamais vu le dirigeant iranien prononcer le nom de Donald Trump. Il se réfère toujours à lui comme le président des États-Unis. Il ne dit jamais réellement son nom. Je pense que, peut-être depuis le martyre de Haji Qassem Soleimani, il dit toujours « cette personne, ce type ». Et en persan, il utilise des mots très intéressants pour le décrire, comme « cet idiot ». Quoi qu'il en soit, ce que nous voyons comme conséquence du discours du dirigeant iranien à propos de Trump, c'est que cela apporte clairement un effet de dissuasion pour l'Iran. Parce que nous avons constaté au fil du temps que chaque fois que l'Iran adopte une position très ferme en matière de sécurité nationale, y compris dans sa manière de gérer les émeutiers, il y a toujours des conséquences. En ce moment, on entend des choses comme « Oh, 800 personnes devaient être pendues », mais nous savons que ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt d'empêcher les terroristes de se sentir suffisamment en confiance pour mener d'autres opérations plus tard. Désormais, tout le système affirme que ceux qui ont tué des gens subiront ce qu'ils méritent, c'est-à-dire qu'ils seront exécutés. En fin de compte, je dois dire que la position adoptée par l'Iran, et plus encore celle de son dirigeant, renforce clairement la dissuasion en matière de sécurité nationale, plutôt que d'inviter l'ennemi à envisager la guerre ou quoi que ce soit de similaire. Et pour revenir à une autre question que j'ai posée plus tôt, à propos d'Internet. Quel est le rôle de Starlink dans les opérations de déstabilisation à l'intérieur de l'Iran? Il s'agit de la technologie développée par l'entreprise d'Elon Musk, qui a été introduite clandestinement en Iran par des organisations soutenues par le département d'État. Le New York Times les a qualifiées de bandes hétéroclites d'entrepreneurs de l'Internet. Mais ils avaient clairement des liens avec le renseignement américain. Ils ont affirmé avoir fait entrer 50 000 de ces terminaux qui permettent de contourner un éventuel blackout d'Internet imposé par l'Iran. Alors, comment l'Iran a-t-il réussi à neutraliser ces terminaux Starlink?
these Starlink terminals? Eh bien, d'après ce que nous avons vu après jeudi et vendredi, enfin samedi, et d'après ce que les responsables ont affirmé, ils ont réussi à couper toutes les bornes Internet Starlink, à les localiser et à trouver les collaborateurs. Et je ne me limite pas à ce qu'ils ont dit. D'après ce que nous avons constaté, s'ils avaient réussi à continuer avec Starlink, ils auraient aussi pu poursuivre leurs opérations terroristes. Pourquoi pas? Mais ils n'ont pas pu. Ils ne pouvaient pas envoyer de messages, ils ne pouvaient pas recevoir de nouveaux ordres, ils ne pouvaient pas téléverser. Pendant 2 ou 3 jours, Iran International diffusait la même chose depuis jeudi soir, en boucle, encore et encore. And they were just repeating and repeating. And BBC was very, very upset. BBC Persian was so upset. La BBC était très contrariée, BBC Persian était extrêmement contrariée de ne pas recevoir les nouvelles vidéos. Donc si Starlink fonctionnait réellement en Iran, ils auraient pu recevoir davantage de vidéos. Ma logique me dit que non. Et c'est très intéressant, car maintenant que j'ai mentionné BBC Persian, pendant la période Femmes, Vie, Liberté, il y avait une présentatrice là-bas, je crois qu'elle s'appelait Rana Raimpour, et à l'époque, elle avait eu une conversation avec sa famille. Quelqu'un l'a enregistrée, et la vidéo est devenue virale car elle travaillait pour BBC Persian et parlait des attentats terroristes, de la fourniture d'armes pour ces attaques au Kurdistan, à l'extérieur de l'Iran, et de leur contrebande vers l'Iran. Et elle disait, « Je suis tellement inquiète pour l'Iran, je suis tellement préoccupée par la sécurité. » Et tout le monde s'est dit, « Waouh, c'est une traîtresse, elle n'est pas une partisane du changement de régime, et maintenant elle travaille à la BBC. » C'était énorme. Et au final, ils l'ont virée. Tu te rends compte? Vraiment, ils ont licencié une journaliste. Oui, ils ont dû la renvoyer. Elle a été attaquée sur Instagram, sur sa page. Je viens juste de m'en souvenir. Peut-être que ce n'est pas pertinent, mais elle a été violemment prise à partie, simplement parce que, au téléphone avec sa mère, elle avait dit qu'elle était inquiète. Elle avait entendu ou reçu des nouvelles selon lesquelles des armes entraient en Iran. Et maintenant, elle ne travaille plus à la BBC. Je ne sais pas où elle est maintenant. Enfin bref. De mon point de vue, d'après ce que je sais ici à Washington, le principal facteur était que les défenses aériennes d'Israël n'étaient pas prêtes pour une autre journée ou une autre série de jours ou de semaines de tirs de missiles balistiques iraniens et que l'Iran avait reconstruit et rétabli sa capacité de missiles balistiques au niveau d'avant la guerre de 12 jours. Et puis il y a aussi le système de défense dont on entend parler, le S-400 venu de Russie. Là encore, nous ne savons pas à quel point cette information est fiable, mais les systèmes de défense dont nous lisons les descriptions, ceux que l'Iran a importés de Chine et le S-400 qu'il a obtenu de Russie, sont significatifs. J'ai également entendu dire qu'Israël est un facteur essentiel dans mon analyse. Mais certains analystes en Iran affirment qu'il y a des messages très importants de la part de l'Iran, transmis par les pays du Golfe Persique, indiquant qu'ils vont viser les navires américains et toute l'infrastructure énergétique de la région liée aux États-Unis. Ainsi, selon leur point de vue, la principale cible de l'Iran est les États-Unis, et Israël représentait la deuxième menace qui a poussé Donald Trump à reconsidérer sa décision. Le premier portait sur le secteur de l'énergie et le pétrole, plus précisément les prix du pétrole qui auraient pu grimper jusqu'à 200. Peut-être pensait-il qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser cela arriver. Mais cela, je pense, est assez fiable. Le message venant d'Iran. Kalibaf, le président du Parlement, a déclaré la semaine dernière que si les États-Unis les attaquaient, ils viseraient non seulement Israël,
cela va de soi, mais aussi l'ensemble des secteurs énergétiques, ce qui est nouveau. Il parle donc maintenant d'activer le potentiel du détroit d'Ormuz. Lors de la guerre de 12 jours, tout le monde s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose là-bas. Rien ne s'est produit. Mais cette fois, les enjeux vont être plus élevés. Je pense que l'un des principaux champs de bataille pour la République islamique, d'après ce que Kalibaf a réellement dit, sera choisi avec soin. Mais il existe aussi d'autres analyses affirmant que l'Iran a envoyé un message. Il ne s'agit pas seulement d'Israël ou de vos bases militaires dans la région, il s'agit aussi d'énergie. Ils disent « si nous devons souffrir, vous souffrirez encore davantage ». Je ne comprends pas quelle est la relation militaire de la Chine. Quelle est la relation militaire entre la Chine et l'Iran, ni si elle s'est intensifiée ou améliorée depuis la guerre de 12 jours. J'entends souvent parler de systèmes anti-aériens chinois, les mêmes qui ont été utilisés pour abattre des avions indiens lors de l'escarmouche entre l'Inde et le Pakistan en 2025, qui auraient été importés en Iran. Est-ce exact? Et comment décririez-vous la coopération militaire entre la Chine et l'Iran? Est-ce un facteur dans la dissuasion iranienne? En gros, je dois dire que nous ne savons pas. Il n'y a aucune information officielle confirmant que cela a été importé ou que quelque chose de précis a été fait entre la Chine et l'Iran. Ce que je peux dire, c'est que l'Iran a organisé des exercices conjoints après la guerre de 12 jours avec l'Organisation de coopération de Shanghai, incluant la Russie et la Chine, dans le nord-ouest de l'Iran, près de Tabriz. Il y en a également eu un autre dans le Golfe Persique. Donc sur cette base, on peut peut-être dire qu'il y a certains signes suggérant un niveau de collaboration plus élevé entre l'Iran et la Chine. Mais officiellement, eh bien, je l'espère. Et pour revenir, je suppose, là où cette conversation a commencé, l'Iran est soumis à des milliers de sanctions. Israël a un plan pour détruire la République islamique par une mort à petit feu, comme il l'appelle. Comment se porte la monnaie aujourd'hui? Comment va l'économie après plusieurs jours de coupure d'Internet, ce qui a évidemment causé beaucoup de dégâts économiques? Et pensez-vous que l'Iran ait un plan pour survivre à cette période? Eh bien, d'après ce que j'ai vu aux informations ce matin, il y a eu une légère baisse du cours du dollar, ce qui est une bonne nouvelle, mais très minime. Même chose pour le prix de l'or. Pour répondre à votre question sur le plan de l'Iran, je dois dire qu'à l'époque où Raïssi était président, la politique du regard vers l'Est était très forte. C'était le principal cadre dans lequel le gouvernement iranien cherchait à dédollariser l'économie. Donc, ce n'est pas seulement « d'accord, approfondissons nos liens avec la Russie et la Chine », ainsi qu'avec l'Organisation de coopération de Shanghai ou les BRICS. C'est plutôt que l'Iran a plus besoin de cette dédollarisation que quiconque, car la Russie, après la guerre avec l'Ukraine, a en réalité réussi à augmenter la valeur de sa monnaie nationale. Ce n'est pas le cas de l'Iran, qui doit encore y parvenir. Ils ont réussi à renforcer leur monnaie, le rouble, et elle se trouve maintenant dans une position meilleure et plus puissante. Mais la monnaie iranienne est en déclin, surtout après la guerre de 12 jours. Le plan est très clair, il a été discuté à de nombreuses reprises, et je pense qu'il y a des implications importantes de la politique du regard vers l'Est que l'on peut particulièrement observer dans la relation entre l'Iran et la Russie. À mon avis, ce qui a commencé sous Raisi a été un virage vers une dépendance accrue à l'égard de la BRI, des BRICS
et d'autres pays orientaux plutôt qu'occidentaux. Au lieu de donner aux gens le faux espoir que les sanctions seraient levées et que cela conduirait automatiquement à une meilleure qualité de vie et à un meilleur bien-être pour les Iraniens. Changeons complètement la question. Il ne s'agit pas de lever les sanctions. Considérons les sanctions comme un facteur permanent qui va rester dans l'économie iranienne. Ce n'est pas comme si nous allions convaincre l'ennemi demain d'être gentil avec nous et de lever les sanctions parce que le bien-être des Iraniens est affecté. C'est précisément pour cela que les sanctions existent, pour que vous soyez épuisés, agacés et que vous ayez l'impression de n'avoir qu'une seule option, descendre dans la rue et rejoindre le plan que l'ennemi a écrit pour vous. Au lieu de cela, essayons une autre approche. Considérons les sanctions comme un facteur permanent et voyons maintenant quelle est notre alternative. Comment nous pouvons accélérer la dédollarisation? C'est très simple. Cela signifie que notre économie ne doit pas dépendre du prix du dollar. Je vais vous donner un exemple. De nombreuses entreprises en Iran, surtout les grandes, celles liées au secteur de l'énergie, lorsqu'elles veulent vendre leurs produits, vérifient le cours du dollar et fixent leur prix en fonction de celui-ci. C'est la première mesure que l'Iran doit prendre si nous voulons nous assurer que les besoins essentiels de la population soient couverts sur la base de notre propre monnaie. Nous ne devrions pas inclure le dollar dans nos calculs. Ce serait une mesure très positive. L'Iran a déjà pris de nombreuses mesures, mais il aurait dû les mettre en œuvre beaucoup plus rapidement et de manière plus efficace. Je vais vous donner un autre exemple. Nous parlons du dollar, le prix du dollar augmente, la dévaluation de la monnaie est élevée, et ensuite, on commence à comparer le prix, disons, de l'essence à ce que les Américains paient aux États-Unis ou à ce que les Allemands paient pour le gaz ou toute autre source d'énergie. Et là, on se dit, d'accord, ils paient $3 et nous ne payons que 50 cents ou quelque chose comme ça. C'est un mauvais calcul. Alors, peut-être de la réalité, car les salaires déjà, par base de ce que gagnent les personnes occidentales. Is not based on what Western people get. So we have to work. Nous devons donc travailler dans le même cadre, où le prix de l'énergie est lié aux revenus des gens, au secteur énergétique et à l'inflation définie par la vie quotidienne des Iraniens ordinaires, et non par ce dollar fou et incontrôlé qui circule sans aucune supervision. Le gouvernement, à mon avis, doit gérer la situation de manière à ce que le marché libre ne soit pas celui qui décide du degré de souffrance du peuple iranien. Surtout alors que nous sommes déjà sous sanctions, le gouvernement doit s'en occuper de façon à empêcher les autres pays d'intervenir. Ce que je constate, c'est qu'il y a de nombreux problèmes qui doivent être résolus au plus vite. Si nous ne voulons pas, comme l'a dit le dirigeant iranien, si nous n'avons pas de blessures, nous n'aurons pas d'infection et nous ne laisserons pas les ennemis profiter et tirer parti de la douleur que nous avons déjà. Une douleur qui peut être réparée. Je n'accepte pas que tous les problèmes économiques de l'Iran soient dus aux sanctions. Beaucoup d'entre eux pouvaient être gérés par nos gouvernants. Il existait de nombreuses alternatives que nous aurions pu choisir en nous appuyant, comme je l'ai dit, sur la politique de Rouhani bien plus tôt et bien plus rapidement. Mais il est encore temps de le faire. Et l'une des solutions aux soi-disant problèmes de la République islamique, du point de vue de Washington et de l'Occident, c'est l'approche dure du changement de régime. Le Wall Street Journal a même publié un article d'opinion appelant à balkaniser l'Iran et à le diviser en plusieurs morceaux, ce qui, selon moi, serait l'effet ultime de la politique consistant à permettre à Israël de prendre le contrôle de l'Iran.
Mais il existe une autre voie, promue par exemple par une organisation de la diaspora iranienne appelée NIAC aux États-Unis. Elle a tenu de nombreuses réunions avec des démocrates à Washington pour faire avancer cette stratégie. Je pense que c'est une stratégie que l'Union européenne pourrait également envisager et qui a culminé avec l'accord sur le nucléaire iranien. Placer le camp réformiste aux commandes et commencer à éroder les vestiges du contrôle de la République islamique par le biais du camp réformiste, en particulier à travers une figure cléricale modérée comme Rouhani, et derrière lui, Javad Zarif. Je pense qu'il y a peut-être eu une mauvaise interprétation du point de vue de l'Occident, mais cela semble faire partie de la stratégie. Il y a actuellement en Iran un président réformiste, Pezeshkian, qui subit une pression énorme et a dû combler le vide en urgence après la mort de Raisi. Où en est aujourd'hui le camp réformiste? A-t-il changé depuis la guerre de 12 jours et la trahison qu'ils ont vécue lorsque Trump a déchiré l'accord sur le nucléaire iranien avant de soutenir les frappes israéliennes en pleine négociation? Après cette période traumatisante d'émeutes, y a-t-il un avenir pour le camp réformiste en Iran qui pourrait faire avancer la stratégie des démocrates à Washington? Ou bien les Iraniens, sur l'ensemble du spectre de la République islamique, se sont-ils unis sous une sorte de bannière de nationalisme et de souveraineté? Donc, après la guerre, nous avons eu les 10 jours de deuil pour l'imam Hussein, qui ont lieu chaque année. C'est la commémoration annuelle de son martyre. C'est une figure extrêmement importante dans l'islam chiite et dans la culture iranienne. La nuit précédant le 10e jour est particulièrement significative. C'est la dernière nuit de l'anniversaire. Chaque année, il existe une tradition selon laquelle certaines personnes se rendent dans un lieu appelé Beit, où le dirigeant iranien prononce généralement un discours. Personne ne s'attendait à ce qu'il y assiste cette fois-ci, car cela se passait juste après le cessez-le-feu, mais les gens espéraient le voir. Et puis il est simplement arrivé. Il est entré dans la cérémonie sans aucun préavis. Et c'était un moment vraiment formidable pour tous les Iraniens après la guerre de 12 jours, car c'était un signe de sécurité. Cela a apporté un sentiment de sûreté. Les gens se disaient « D'accord, nous sommes en sécurité parce que le dirigeant de l'Iran est ici ». Cette nuit-là, très importante pendant ces commémorations, le dirigeant a dit qu'il n'avait pas de discours préparé. Mais quelqu'un présent lui a demandé s'il voulait qu'il lise ou récite quelque chose en particulier. Et il a répondu « Récite le chant de l'Iran ». Et dans ce poème, tout tourne autour de l'unification. C'est entièrement centré sur l'Iran. Ce n'était pas à propos de l'imam Hussein. Alors imaginez ceci. C'est la nuit même où tous les chiites du monde pleurent le martyre de l'imam Hussein la veille du martyre. Et le dirigeant iranien arrive, et ce qu'il veut que les gens entendent, c'est un texte entièrement consacré à l'unification de l'Iran. Et cela s'est répandu. Je ne peux même pas dire que c'est devenu viral, car c'était bien plus que cela. Tout le monde en parlait. Je me souviens, j'étais dans la rue quand ils l'ont annoncé. C'était un grand événement, le fait que le dirigeant iranien ait assisté à la cérémonie. J'ai donc expliqué ce phénomène parce que je voulais le montrer du point de vue du dirigeant iranien. Il a d'ailleurs répété dans son discours récent qu'il existe actuellement un grand danger à la fois au niveau international et national en raison de la guerre terroriste. Ce sur quoi nous devons nous concentrer maintenant, c'est l'unification du peuple iranien. Peu importe de quel côté on se sent le plus proche. Il s'agit avant tout de la sécurité nationale et de la souveraineté nationale de l'Iran. Autant que possible, nous devons expliquer et développer le danger que représente le régime sioniste.
on the danger of the Zionist regime. If the genocide of Gaza for 2.5 years. Si le génocide à Gaza pendant 2 ans et demi n'a pas suffi à faire comprendre aux gens qui est l'ennemi, et si la guerre de 12 jours n'a pas suffi à leur faire voir qui est là pour les défendre, qui protège réellement leur vie, et qui est celui qui les attaque, celui qui se moque du nombre de morts parmi vous, alors cette fois, c'est à nous de faire en sorte que cela ne concerne pas les réformistes, les Hezbollahi ou qui que ce soit d'autre. Cela n'a pas d'importance. Tant qu'ils dénoncent les émeutes et les attaques terroristes, ils doivent être soutenus et il faut leur faire comprendre que telle est la situation et que chacun d'entre vous a un devoir. À mon avis, tant que nous nous occupons de la situation économique et que nous reconnaissons le danger des décisions néolibérales prises par les gouverneurs, et tant que nous veillons à ce que le Parlement ait la liberté et l'espace nécessaires pour interroger les ministres qu'ils jugent devoir interroger, car pourquoi pas, les gens ont voté pour eux, et ils doivent rendre des comptes aux membres du Parlement sur les raisons d'une décision, sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas été modifiée, et sur ce qui se passe, notamment sur le plan économique. C'est la principale préoccupation de la majorité des Iraniens en ce moment, et elle doit être traitée. Et si cela l'est, peut-être que les réformistes auront une chance la prochaine fois, ou peut-être pas. Mais je pense vraiment que s'occuper de la situation économique actuelle doit être la priorité de tous, de toutes les personnes ordinaires, car elles doivent pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens. Et s'ils n'y parviennent pas, beaucoup de choses seront remises en question. Peu importe combien je leur explique qu'en 47 ans, la République islamique a construit de nombreuses infrastructures réussies. Peu importe si je dis que dans le domaine de la médecine, du système médical, l'Iran est l'un des meilleurs, ou que les systèmes d'éducation et de santé sont solides. Beaucoup de choses, beaucoup de réussites. Il ne sert à rien de leur expliquer ce qu'ils ont déjà. Ce qui compte, c'est ce qu'ils n'ont pas. Un avenir sûr et stable où ils peuvent aller travailler de 9 à 5, rentrer chez eux, avoir un toit au-dessus de leur tête, de la nourriture sur la table et pouvoir nourrir leur famille. C'est cela qu'ils veulent voir. Et je pense que c'est le principal objectif du chef de l'État, du dirigeant de l'Iran. Et Naïd, y a-t-il quelque chose que tu penses que nous avons oublié ou quelque chose que tu aimerais ajouter avant de conclure? Non, j'en ai déjà parlé. Je voulais simplement redire que c'est extrêmement douloureux et difficile d'expliquer aux gens que ceux qui ont été assassinés par des terroristes, c'est un double effort de leur faire comprendre que nous avons le même ennemi. Ce ne sont pas les forces de sécurité qui ont fait cela. Il s'agit avant tout d'essayer d'expliquer, de conceptualiser les guerres terroristes qui se déroulent en Iran. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile en ce moment. Je me fiche de la conférence de Davos, de savoir qui a boycotté Araghchi, ou du Forum économique international où l'on a dit « Oh oui, Pahlavi nous a dit qu'il y a beaucoup d'oppression dans votre pays, donc Arafat ne peut pas venir. » Et alors, nous n'avons rien à perdre sur ce plan-là. J'en suis très heureux et nous devrions le boycotter en retour. Je veux dire, nous avons dû lancer le boycott en premier et nous n'aurions pas dû aller là où se trouvent Trump ou Netanyahou. Mais si j'ai dit cela, c'est parce que je ne compte pas sur les puissances occidentales pour comprendre cette situation. Ce qui est important, c'est que les personnes qui soutiennent la cause palestinienne, celles qui ont manifesté pendant 2 ans et demi contre le génocide à Gaza, ce sont elles que je veux atteindre. Ne vous laissez pas tromper par la propagande dominante à propos de ce qui s'est passé en Iran.
Ne leur faites pas confiance, car vous ne leur faisiez déjà pas confiance. À propos du génocide, vous ne les croyez pas. C'est la même chose. Ils veulent éradiquer le seul État-nation qui soutient la cause palestinienne. Only nation state that is supporting the cause of Palestine. There are many that they are supporting, but there is no state. Il y a de nombreux groupes qu'ils soutiennent, mais aucun État ne soutient véritablement la libération des Palestiniens. À mon sens, c'est la principale raison pour laquelle le régime sioniste et Trump attaquent actuellement l'Iran. Donc, si vous faites partie du public de Grey Zone et que la cause palestinienne vous tient à cœur, si vous pensez que la libération de la Palestine et l'arrêt du génocide sont vos priorités, alors comprenez le lien entre l'Iran, la résistance palestinienne et ce qui se passe en ce moment avec les attaques contre les Iraniens. Ne pensez pas que vous avez des doubles standards si vous avez des doutes ou des hésitations à propos des informations venant d'Iran. C'est extrêmement complexe, à plusieurs niveaux, et il y a beaucoup à apprendre avant de décider quelle position adopter sur l'Iran. Nahid Paressa. Nahid Parissa, merci beaucoup de nous rejoindre depuis Téhéran, ici à The Grey Zone. Excellentes analyses et réflexions, comme toujours. Insights and analysis as always. My pleasure. Avec plaisir. Thank you Merci so beaucoup. much.